Alors jusqu'à maintenant, on s'était intéressé à des corps qui portaient une certaine charge nette et qui généraient une influence électrique dans l'espace, un champ électrique, un champ potentiel, ainsi qu'à l'interaction entre corps qui portaient des charges, l'interaction de forces électriques ou forces électrostatiques. Maintenant, on va s'intéresser à comment est-ce que les charges se déplacent le long d'un conducteur à travers un dispositif conducteur. Alors comment est-ce qu'on définit ce déplacement ou ce courant de charge? Eh bien, le courant de charge, qui a été d'abord défini par Ampère au XIXe siècle, eh bien, ce courant, on le mesure comme un débit de charge. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas une idée de l'existence de l'électron comme particule fondamentale, donc le courant qui traversait un certain câble ou dispositif conducteur, c'était l'équivalent d'un fluide électrique qui le traversait. Donc on pensait l'idée d'un courant exactement comme on mesure un courant d'eau ou un courant dans un tuyau hydraulique, on le mesure comme un débit, et non pas un débit en litres par seconde ou en mètres cubes par seconde comme pour un courant hydraulique, mais en débit de charge, c'est-à-dire en coulombs par seconde. Donc je vais mettre en crochet ces unités, des coulombs par seconde, qui portent justement le diminutif de A pour ampère. Et ça, c'est les unités de l'intensité du courant électrique qu'on note donc en général I. Alors formellement maintenant, comment est-ce qu'on mesure ce courant I? Eh bien, prenons un certain conducteur, donc un morceau de câble ici, qui a une section A. Donc section, c'est l'aire de coupe. Je pourrais le mettre comme ça. L'aire de coupe. Alors formellement, ce qu'on pourrait compter, c'est le nombre de charges qui passent à travers cette section A au cours du temps t. Alors si on allume un interrupteur, au moment où on l'allume, c'est possible que tout d'un coup, la charge au début c'était 0 et puis on aura une petite transition comme ça. Et si on laisse le dispositif allumé pendant un certain temps, la charge qui traverse cette section A va augmenter de manière régulière au cours du temps. Donc on distingue ici deux régimes. Le régime d'allumage ou de changement brusque dans un conducteur, on l'appelle régime transitoire, alors qu'ici on a un régime permanent. C'est ce qui se passe normalement lorsque on laisse un courant circuler pendant longtemps. On fait passer un courant circuler pendant longtemps. Comment est-ce qu'on mesure le courant en régime permanent? Eh bien, on va tout simplement compter le nombre de charges qui va traverser cette section pendant un certain temps. Donc on enclenche un chronomètre, on mesure le nombre de charges delta Q qui traverse cette section pendant un certain temps delta T. Et on prend le rapport des deux, on a bien des coulombs par seconde. Et ce delta Q sur delta T, c'est exactement l'équivalent de la pente dans ce régime permanent. Delta Q sur delta T. Maintenant, si on veut mesurer l'intensité du courant en régime transitoire, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus subtil. On est obligé, étant donné que cette fois le courant n'est pas constant, mais il va varier au cours du temps dans le régime transitoire, alors ce courant, il faut le mesurer comme une dérivée, c'est-à-dire la pente instantanée de ce graphe. Donc je vais remplacer les deltas par des petits d, la dérivée de la charge en fonction du temps. Donc voilà pour l'intensité du courant. Maintenant, on attribue aussi un sens au courant électrique, un sens conventionnel. Pour l'illustrer, je vais prendre cet exemple où on a un condensateur plan qui est branché à une source de tension. Cette source de tension, elle fournit une différence de potentiel entre les deux bornes de sortie de 30 volts. Donc ça veut dire que cette borne-là est à plus 30 volts, celle-ci on va supposer qu'elle est à 0. Donc c'est plus 30 par rapport à V égale à 0 qui est ici. Au moment où j'enclenche cette source, les charges vont circuler, vont être pompées d'une plaque à l'autre, et à l'état final, on se retrouve avec une plaque ici qui est positive, et l'autre plaque qui est négative. En fait, à l'état final, je sais même que cette plaque-là aura exactement un potentiel de plus 30 volts, tout comme ce point-là, parce qu'une fois que le condensateur est complètement chargé, les charges
ne circule plus, on est en électrostatique, et si on est en statique, ça veut dire que tout ce conducteur est équipotentiel, il est au même potentiel. C'est ce qui nous permet justement d'appliquer une différence de potentiel aux bornes d'un condensateur en le connectant à une source. C'est qu'en une fraction de seconde, une fois que le condensateur est chargé, j'ai le même potentiel ici qu'ici. Tout ça, c'est équipotentiel. Si on regarde uniquement l'état final, on a une plaque positive, une plaque négative. C'est impossible à savoir, sans connaître l'électron, si cet état final a été produit par un déplacement d'électrons de cette plaque à cette plaque, c'est-à-dire un déplacement de charge négative, ou un déplacement de charge positive dans l'autre sens. L'effet final serait exactement le même. On a défini conventionnellement à l'époque le sens du courant comme le sens de déplacement des porteurs de charge positive. On a supposé qu'il y avait des charges positives qui s'écoulaient. Donc ça veut dire qu'on aurait des charges positives qui seraient allées comme ça. Donc on indique souvent ce sens du courant avec une flèche, mais ce n'est pas un vecteur. Et à l'état final, la différence de potentiel le long de ce câble, une fois que le courant s'est arrêté, serait 0. Alors quelles conditions faut-il maintenant pour produire un courant permanent qui traverse un dispositif conducteur? Alors on va faire une analogie avec deux vases communicants où l'eau est clairement à un niveau d'altitude plus élevé ici qu'ici. Si on a une différence d'altitude entre les deux extrémités de cette conduite, eh ben on sait qu'on va avoir un courant. Donc de la même manière, je veux qu'ici, j'ai une différence, non pas d'altitude, mais de potentiel, entre les deux extrémités de ce conducteur. Si c'est le cas, je vais avoir un courant qui va aller dans ce sens-là. Alors j'ai représenté ici des électrons en déplacement, mais vous savez que c'est l'équivalent de charges positives qui se déplaceraient dans l'autre sens, et c'est ce sens-là qui est le sens du courant. Donc, le sens du courant va toujours dans le sens des potentiels décroissants. Si on laisse juste le système laissé à lui-même, la différence d'altitude entre les deux vases, entre les deux extrémités, va devenir 0. La même chose serait vraie d'un câble. En une fraction de seconde, le câble deviendrait équipotentiel. Donc la différence de potentiel serait nulle. Donc pour avoir un courant en régime permanent, il faut maintenir une différence de potentiel entre les deux extrémités. Donc en électricité, on est obligé de connecter ce câble-là à une source de tension. Ces sources de tension, on leur donne souvent ce symbole-là. On fait deux traits, un trait plus grand pour la borne positive et un trait plus petit pour la borne négative. Alors maintenant, on va supposer qu'on est capable donc de maintenir une différence de potentiel entre les deux extrémités du conducteur. Si on fait ça, à l'intérieur du conducteur, il va s'établir un champ électrique. On sait qu'il va aller dans le même sens, ce champ électrique. Donc on aura un champ électrique comme ceci à l'intérieur du conducteur. Donc ça veut dire que les électrons vont se mettre à accélérer à l'intérieur de ce conducteur. Microscopiquement, ils n'accélèrent pas comme si c'était un tube rempli de vide, ce n'est pas un accélérateur. Ils accélèrent entre chaque collision avec le réseau cristallin de ce fil métallique. En réalité, avant même qu'on enclenche cette différence de potentiel, chacun des électrons, de par la température du matériau, était en vibration, c'est-à-dire qu'il avait tendance à bouger dans tous les sens de manière chaotique et désordonnée, avec une vitesse qui en moyenne, on appelle ça la vitesse thermique, pour des électrons à température ambiante dans un fil, disons, de cuivre, on a environ 1 million de mètres par seconde. Et ça, c'est complètement désordonné. Il n'y a pas de courant, mais les électrons bougent en moyenne dans tous les sens avec cette vitesse-là, entre chaque collision. Si maintenant, il y a un champ électrique qui s'établit à l'intérieur de ce matériau, pardon, le champ électrique va dans l'autre sens, voilà, excusez-moi. Si on a un champ électrique à l'intérieur, alors entre chaque collision, alors l'électron va aussi accélérer dans cette direction, dans le sens contraire du champ électrique. Il aura un temps très faible pour pouvoir accélérer, parce qu'il y a très peu de temps entre les collisions, mais il aura juste le temps de gagner un petit peu de vitesse entre chaque collision. En moyenne, ça donnera une vitesse de déplacement de l'ensemble des électrons dans le sens contraire du champ électrique. C'est ce qu'on appelle la vitesse de dérive ou vitesse de drift. Celle-ci, elle est très faible. Elle dépend bien sûr du champ électrique. Elle dépend de la fréquence des collisions. Donc pour donner un ordre de grandeur, ça peut être de l'ordre de 10 puissance moins 3 à 10 puissance moins 2 mètres par seconde. Donc la différence d'ordre de grandeur est énorme. Donc il faut juste garder en tête
la différence entre deux vitesses, une vitesse qui est complètement désordonnée, qui est une vitesse thermique, qui ne contribue pas au courant électrique, et une vitesse de faible dérive des électrons qu'on appelle la vitesse de dérive. Alors fin de la parenthèse pour les détails microscopiques de ce qui se passe à l'intérieur d'un câble. Vous en aurez besoin pour saisir un peu mieux le concept de résistance un tout petit peu après, mais je veux revenir maintenant au courant électrique, l'intensité de courant à travers un conducteur, et sa relation avec la différence de potentiel. Donc il s'agit d'une relation cause à effet, c'est pour ça que j'ai mis toujours le courant en vert. Ce courant est causé par la différence de potentiel entre les extrémités du conducteur. C'est pour ça que je parle d'un point de vue macroscopique, parce qu'on est en train de regarder la différence de potentiel de part et d'autre du conducteur entier. On n'est pas à un point de vue microscopique. Donc ce courant est causé par la différence de potentiel. Maintenant, on va chercher la relation entre les deux, la relation de cause à effet. Alors, étant donné que la différence de potentiel, c'est quelque chose qui est scalaire, le courant aussi est scalaire. Attention, même si on met une flèche pour indiquer son sens, ce n'est pas vraiment un vecteur. Donc, on n'indiquera jamais un courant, l'intensité de courant, avec une flèche sur le i. Et pour certains conducteurs particuliers, cette relation obéit une simple relation de proportionnalité. On parle de conducteurs ohmiques. Et on doit cette relation à Georg Ohm, qui avait fait pas mal d'études sur la relation entre différence de potentiel, courant, et qui en a déduit le concept de résistance. Pour ces conducteurs ohmiques qui sont particuliers, si on mesure le courant qui traverse ce conducteur, en fonction de la différence de potentiel qui est appliquée de part et d'autre, on obtient quelque chose d'extrêmement linéaire. C'est complètement proportionnel. On a ici un courant qui est directement proportionnel à la différence de potentiel. Je le réécris ici. Courant est directement proportionnel à la différence de potentiel, ce qui veut dire qu'il est égal à une certaine constante fois la différence de potentiel. Et on a envie de dire que cette constante, elle va certainement dépendre des propriétés de ce conducteur. Plus ce conducteur va laisser passer de courant facilement, plus ce courant sera grand. Ça, c'est lié à sa conductance, à sa capacité de conduire le courant. Souvent, on l'exprime en fonction de ce qu'on appelle sa résistance, qu'on va mettre cette fois au dénominateur. Ce qui veut dire que cette constante-là, c'est 1 sur R. R, c'est la faculté d'un dispositif conducteur à limiter le passage du courant. Ces unités, ça va tout simplement être des volts par ampère, et ça, on donne aussi le petit nom de ohm pour Georg Ohm. Et le symbole, c'est un oméga majuscule, lettre grecque. Donc pour des dispositifs de résistance constante, c'est absolument prédictif de pouvoir savoir quel est le courant qui va traverser ces dispositifs si je fais varier la différence de potentiel, étant donné que c'est linéaire. C'est pour ça qu'on parle de loi. On a vraiment une relation de cause à effet qui nous permet de faire des prédictions. Mais ça, c'est valable que pour certains types de conducteurs pour lesquels la faculté de limiter le passage du courant, ou la résistance de ces conducteurs, est absolument constante. On parle de conducteurs ohmiques. Alors les éléments qu'on appelle des résistances dans les circuits électriques sont justement des conducteurs ohmiques de résistance quasiment constante, ce qui permet de jouer avec les valeurs de ces résistances pour limiter ou contrôler les valeurs de courant dans un circuit. Il y a beaucoup de conducteurs qui ne sont pas ohmiques. Attention, c'est possible que la résistance ne soit pas constante. Pourquoi? On a vu avant ce qui se passait à l'intérieur d'un conducteur. Les charges qui se déplaçaient, les électrons en fait, avaient un mouvement chaotique désordonné et un mouvement dirigé qui était responsable du courant électrique. Si je fais augmenter la température, le mouvement chaotique va prendre plus d'importance. La résistance va augmenter. Alors, pour comprendre les facteurs qui contribuent à la résistance d'un dispositif conducteur, on va faire une analogie entre les électrons de conduction qui traversent un câble conducteur et puis vous ou des élèves qui arrivent et qui doivent traverser une rame de métro pour sortir à l'arrière. Donc cette rame de métro, tout comme le câble, il a une certaine aire de section, grand A. On suppose que c'est exactement la même aire que l'aire de passage des portes. Et puis si on regarde à l'intérieur de ce métro, vous qui devez évacuer, il y a un certain nombre de personnes dans le métro, il y a aussi des obstacles, si on regarde bien, on a des poutres en métal ici, on a des sacs, des vélos, etc. Maintenant, quels sont les facteurs qui limitent
le débit ici de passagers qui sortent. Quels sont les facteurs qui vont faire que la résistance ici augmente? Il y a des facteurs d'abord géométriques et ensuite il y a des facteurs qui sont liés aux propriétés en fait même du matériau ou aux propriétés même de comment est-ce que le métro est construit et de ce qu'il contient. Vous devez sortir ici à l'arrière, on a une porte qui a une certaine section A, on suppose que c'est la même que la section du métro. Alors si cette section devient plus faible, plus petite, si A diminue, la résistance va augmenter. Maintenant, un autre facteur qui va contribuer, c'est la longueur aussi du métro, la longueur L. Pourquoi est-ce que la longueur du métro, la longueur d'un câble, va changer sa résistance? Eh bien parce que, imaginons que j'applique une certaine différence de potentiel entre les deux extrémités, qu'on a un certain signal d'alarme, eh bien le champ électrique qui va être responsable de causer la vitesse de dérive à l'intérieur va être d'autant plus faible que L est grand. Le champ va être moins concentré si la différence de potentiel s'applique sur une longueur plus grande. Donc si j'augmente la longueur, je vais avoir tendance à faire augmenter la résistance. Et puis ensuite, après, il y a des facteurs qui sont plus géométriques, mais des facteurs qui sont liés au contenu. On a un certain nombre de passagers par mètre cube, c'est évidemment l'équivalent du nombre d'électrons par mètre cube. Il y a aussi un certain nombre d'obstacles ou d'impuretés qui va aussi limiter le débit. Et puis la température aussi joue un rôle. Bien sûr, comme on l'a vu, si on chauffe le métro, si tout le monde se met à s'agiter dans tous les sens, ça va certainement limiter le débit d'évacuation. Ces trois facteurs ici, on mélange ça dans ce qu'on appelle la résistivité. Et ça, c'est une propriété qui n'est non pas géométrique, mais qui dépend que du matériau. Et on la note petit ρ, lettre grecque petit ρ. Si la résistivité augmente, alors la résistance augmente. Et vous allez démontrer ça en cours, que toutes ces relations ici sont absolument proportionnelles. Autrement dit, qu'on va pouvoir écrire la résistance à partir de la résistivité et des propriétés géométriques de la manière suivante. Elle va augmenter directement proportionnellement avec la résistivité, elle va augmenter directement proportionnellement à la longueur, et inversement proportionnellement à l'aire de la section. Alors cette résistance définie comme ceci correspond aussi à un point de vue macroscopique parce qu'on est en train de considérer non seulement la constitution du matériau, mais on est aussi en train de considérer sa forme, longueur et aire de section, donc c'est des propriétés macroscopiques d'un certain conducteur. Dans la prochaine vidéo, on va passer de la loi d'Ohm macroscopique à une loi d'Ohm microscopique parce qu'on va regarder ce qui se passe à l'intérieur du conducteur.